Alors, je suis en compagnie du ministre Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, qui avait une journée très chargée le 24 juin, mais a quand même pris le temps de venir nous voir un peu avant. Tout de même, merci d'être présent avec nous. Ça me fait plaisir. Donc là, hein, on n'en est pas sorti, on est encore à 2 mètres de distance malheureusement, mais j'ai envie de vous demander, quand tout ça va être passé, là, la prochaine Saint-Jean, on se croise les doigts, avec qui avez-vous hâte de fêter la Saint-Jean? Bien, les amis et la famille, hein, comme tout le monde, sauf la famille immédiate, mais j'ai pas vu en personne des gens qui sont proches de moi, des amis depuis très longtemps. Alors, vraiment, j'ai très hâte de pouvoir refaire ça. Et c'est ça qui est le fun à la Saint-Jean, parce que oui, c'est une fête qu'on fête avec les amis, mais qu'on aime aussi fêter avec la famille plus élargie. C'est la beauté un petit peu de cette fête-là, parce que bon, c'est la fête des Québécois, puis on la fête ensemble. Là, ça fait, on le dit, ça fait un plus d'un an qu'on est en pandémie. Vous êtes arrivé, élu en position de ministre pour la première fois en 2019. Quelques mois plus tard, éclate pandémie mondiale. Ça a bouleversé tout ça. Donc, j'ai envie de demander, depuis un an et demi, quel est le bilan un peu que vous dressez des derniers mois, de la dernière année à votre poste de ministre? Bien, en fait, effectivement, moi, donc, j'ai été élu en octobre 2019, nommé ministre un mois plus tard. Donc, j'ai été député pendant 4 mois, ministre pendant 3 mois avant que la pandémie éclate. Je pense qu'on ne peut pas parler de la dernière année et demie sans parler de la pandémie et sans parler de tout ce qu'on a eu à faire, tout le monde, mais certainement au niveau du gouvernement fédéral en tant que député d'abord de la circonscription ici, mais aussi comme ministre pour aider, dans mon cas, le secteur des arts, de la culture, le sport amateur aussi, mais de travailler avec plusieurs de mes collègues pour s'assurer qu'il y ait du soutien pour les organismes communautaires, pour toute la question d'itinérance. On a vu que ça a été très important. La sécurité alimentaire aussi, beaucoup. Donc, on a travaillé très, très fort pour offrir au plus grand nombre d'organisations, au plus grand nombre de personnes aussi, des mesures de soutien pour aider les gens et les organisations à traverser la pandémie. Ça a été, c'est ça, des mois pas de tout repos. Et là, tout dernièrement, vous travaillez en fait, pas chapeauter le projet, mais il y a le projet de loi C10 qui est sur la table. On en a entendu parler pour diverses raisons, mais un sujet qu'on a peu entendu parler en fait dans les médias, qui nous intéresse très particulièrement à notre télévision à nous, à TCF TV, c'est la place des médias communautaires là-dedans. Parce que on rentrera pas dans les technicalités, mais la première loi qui date d'il y a 30 ans, c'est ça, qui ne considérait pas du tout Internet, qui est venu bouleverser tout ça. On définissait mal le média communautaire, puis c'était mal rentré. Alors, j'aimerais vous demander, d'une part, quelle importance vous accordez aux médias communautaires dans les diverses communautés canadiennes, mais également, comment pouvez-vous vous assurer que les médias communautaires soient bien représentés dans ce nouveau projet? Bien, peut-être rapidement, donc, en quelques mots, le projet de loi C10, c'est un projet de loi que j'ai déposé pour moderniser la loi sur la radiodiffusion. Alors, c'est cette loi-là qui encadre comment les médias au Canada, publics, privés, communautaires également, doivent faire le travail chapeauté par le CRTC. Et effectivement, cette loi-là n'a pas été modernisée depuis 30 ans. Là, on le voit, les habitudes de consommation changent, l'arrivée des géants du web, Netflix, Spotify, du côté de la musique, Apple Music, Amazon Prime et compagnie. Et là, tout l'écosystème est changé. Alors, il faut changer notre loi aussi. Et le but ultime du projet de loi C10, c'est que les géants du web payent leur juste part à nos artistes, à nos créateurs et qui contribuent donc à la création culturelle au Québec et au Canada. C'est vrai que dans sa forme actuelle, le projet de loi, en fait, la loi sur la radiodiffusion encadre mal tout ce qui concerne les médias communautaires. Et c'est une des choses sur lesquelles on a travaillé avec les médias communautaires à chercher à clarifier ce rôle-là dans la nouvelle mouture de la loi, parce que c'est le troisième pilier des médias, les médias communautaires. Alors, il y a les médias publics, on pense évidemment à Télé-Québec, Radio-Canada, après ça, les privés, il y en a beaucoup, mais les médias communautaires jouent un rôle très important depuis des années. Et ce qu'on veut faire avec ce projet de loi-là, c'est mieux clarifier leur rôle et aussi comment on peut les appuyer
pour que ça a été plus difficile, je pense, au cours des dernières années pour les médias communautaires. Alors, comment on peut s'assurer que les médias communautaires aient un soutien adéquat pour les années à venir? Alors, avec l'année parlementaire qui finit, avec un gouvernement minoritaire, on est habitué, là, après 2 ans, généralement, on retourne en élection, mais là, en temps de pandémie, c'est peut-être pas le bon moment. Mais si advenait donc une élection à l'automne qui s'en vient, ou encore, quel est l'enjeu que vous croyez qu'on doit vraiment mettre de l'avant au Québec ou peut-être même dans Laurier-Sainte-Marie plus directement? Quel enjeu primordial on doit traiter? Bien, je pense que la pandémie nous a permis de mettre en lumière des problèmes avec notre filet social. Je pense qu'on aurait demandé à peu près à n'importe qui avant la pandémie, est-ce que vous pensez que le Canada a des bons programmes sociaux? Puis la plupart des gens auraient dit oui. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs, mais... et là, on a vu qu'ils sont peut-être en fait moins bons qu'on pensait parce que sinon, on n'aurait pas eu à créer la prestation canadienne d'urgence, par exemple, un peu en toute catastrophe, un programme qui a aidé plus de 9 millions de personnes au pays depuis 18 mois. Alors, dans le cadre de la relance, nous, c'est sûr qu'on veut réfléchir à comment on peut améliorer le filet social au Canada. Comment on peut faire mieux. On a des bons programmes, on peut les améliorer. On peut certainement faire mieux. Puis on pense qu'on peut faire mieux d'un point de vue environnemental aussi. Alors, toute cette idée-là de la relance verte, de la lutte au changement climatique, et on voit qu'il y a plusieurs pays dans le monde qui ont décidé je dirais pas d'utiliser la pandémie, mais le fait qu'il y ait eu une pandémie qui nous a forcé à nous poser des questions. Les gens cherchaient les parcs à Montréal parce qu'on ne pouvait plus aller nulle part. Alors, les espaces publics ont pris beaucoup, beaucoup d'importance. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aiderait pas les villes, les municipalités à avoir plus d'espaces verts? Pourquoi est-ce qu'on ne financerait pas ça? Et c'est ce qu'on a commencé à faire au niveau du gouvernement fédéral. Alors, cette idée-là de la relance verte et d'une relance plus juste et plus équitable, je pense qu'à la fois au niveau très local, ici dans Laurier-Sainte-Marie, on a annoncé, par exemple, un programme d'initiative de création rapide de logements. Alors, c'est des projets communautaires, des projets de coopératives sans but lucratif qui sont prêts à partir rapidement. Bien, juste à Montréal, là, il y a eu une annonce récente, 58 millions. Près de la moitié des projets sont dans la circonscription de Laurier-Sainte-Marie parce que les besoins sont très criants ici. Alors, on va travailler très fort sur ces choses-là au cours des prochains mois. On n'est pas encore tout à fait sorti de la pandémie, mais on peut commencer à parler de relance tranquillement, pas vite. Alors, nous, on veut que cette relance-là, elle soit juste, elle soit équitable, puis qu'elle soit verte aussi. Bien, espérons que ça va être un peu un des points positifs de ces derniers mois qui n'ont pas été de tout repos pour personne. Mais avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez envie de jouer à un petit jeu questionnaire sur l'histoire du Québec? Est-ce que vous vous prêtez au jeu? Bien sûr. Peut-être une chose que je n'ai pas dit, mais évidemment, comme on parle de la Saint-Jean-Baptiste, très important de mentionner que dans le cadre de mon projet de loi C10, une des choses qu'on veut renforcer, c'est la création francophone au Québec, bien sûr, mais partout au pays. Parce que des francophones, il y en a beaucoup au Québec, mais il y en a d'un bout à l'autre du pays. Et je ne peux pas non plus ne pas souligner le dépôt du projet de loi de ma collègue Mélanie Joly pour moderniser la loi sur les langues officielles. On est le premier gouvernement fédéral à reconnaître la précarité du français au Québec et de dire bien, il faut faire des efforts supplémentaires pour protéger le français, la francophonie partout au pays, certainement, mais il y a des efforts particuliers à faire au Québec là-dessus. Bien, vous me faites une introduction à ma première question qui relate justement un des spectacles qui a été quand même marquant dans la culture québécoise. Alors, j'y vais de suite. Quel monologuiste québécois, né le 31 juillet 1935 dans le quartier Saint-Henri, à Montréal, a pris part à l'Hostie Show aux côtés... Ah, voilà! Donc, bien sûr, je voulais vous laisser aller un peu, là, mais je pense que... Là, je me disais qu'il était facile, mais bon, je m'étais dit si... Donc, juste pour les gens à la maison, ça a été créé en 1968. Le Stitch Show a laissé une empreinte indélébile dans l'imaginaire des Québécois. Ensuite, on continue sur la thématique de la Saint-Jean. En quelle année, le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, est officiellement devenu le jour de la fête nationale du Québec? Alors, est-ce que c'était A en 1929, B en 1954, C en 1977 ou D en 1984? Je pense que c'est A.
En 1929, Ouais. c'est un petit peu plus récent que ça, en fait, donc étonnamment. 50, En 77 même, 77, parce ouais. qu'en fait, c'est le 11 mai 1977 que, sous le gouvernement de René Lévesque, qui adoptait le décret faisant du 24 juin le jour de la fête nationale du Donc, la Québec. tradition existait déjà, mais c'est en 77 que ça devient... OK. Exactement, probablement officiel et probablement un petit congé avec ça pour pouvoir bien célébrer. Et dernière question, où fête-t-on la Saint-Jean dans le monde? Donc, A, au Danemark, B, au Portugal, C, à Porto Rico ou D, toutes ces réponses? Moi, je dirais toutes ces réponses. Ah, ben là, on ne peut rien vous cacher, toutes ces réponses, bien évidemment, parce que la Saint-Jean est célèbre dans plusieurs pays. Encore aujourd'hui, elle perpétue des rites païens, comme les feux de joie, tradition qu'on a bien ici au Québec. Merci d'avoir pris le temps de prendre part à mon petit jeu, puis merci de vous être présenté. Et je vous souhaite une très joyeuse Saint-Jean, une belle été, M. Guilbeault. À vous aussi, puis à tous ceux et celles qui nous regardent également, joyeux Saint-Jean-Baptiste.